Vraiment, nous avons le vernissage des photos d'un photographe et d'un voyageur russe très très connu. C'est la personne qui a traversé d'ailleurs le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa. Mais ici, nous avons représenté les photos de la Russie pour donner une vision plus exacte de ce pays énorme. Par exemple, sur cette photo, nous avons la ville de Saint-Pétersbourg. C'est la deuxième ville en Russie qui a été pendant 200 ans la capitale de Russie, qui a été construite par le grand tsar Pierre le Grand. Ça, c'est la ville qui est ouverte à la mer Balte et qui a été considérée comme la porte vers l'Europe. Et ça, c'est la ville qui est avec l'architecture. Et ce bâtiment... Ça, c'est le musée qui s'appelle Kunstkamera. Ça, Pierre le Grand, c'était le grand collectionneur. Il a commencé à collecter différentes choses anciennes de travers tout le pays. Et la première exposition, le musée qu'il a fait, avait le nom Kunstkamera, ce qui signifie en allemand la chambre des arts. Ça, c'est justement ce bâtiment qui date de l'époque de Pierre le Grand. C'est la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle. Et ce bâtiment, il vit toujours? Voilà, oui, bien sûr. Oui, c'est c'est comme c'était construit à l'époque, c'était conservé comme c'était à l'époque. Ici, nous avons le lac, le fleuve qui divise la Russie et la Chine, le fleuve qui s'appelle Amour. C'est comme le mot amour en français, mais c'est le nom du fleuve. C'est impressionnant. Oui, nous sommes toujours impressionnés par le fleuve de Congo, mais sans doute il y a beaucoup de grands fleuves en Russie. Et vous êtes voisin à la Chine? Oui, ça c'est justement la frontière entre la Chine et la Russie, c'est le fleuve Amour, qui s'appelle Amour. Voilà. Ça c'est les champs de blé, parce que la Russie est redevenue un des plus grands producteurs du blé maintenant, depuis quelques années. Et ça c'est la photo qui montre ces champs énormes du blé qui existent en Russie. Ça occupe une grande place. Oui, surtout au sud de la Russie, mais le pays est très vaste. Il y a des régions nordiques qui sont très compliquées pour l'agriculture. Par contre, les régions du sud sont au contraire propices pour l'agriculture. Ici, ça c'est la région qui s'appelle Carélie, au nord de la Russie, à côté de la Finlande. C'est la nature comme en Finlande, en Suède, en Norvège. Ce sont les régions nordiques et ce sont les montagnes qui sont très souvent couvertes de neige. De neige. Et c'est ce qui aussi, les skippers, souvent ils viennent aussi faire, oui, ce sont les kibines, c'est la région des montagnes qui est utilisée également par les skieurs sans doute aussi. Alors ici, monsieur le directeur, ça ressemble à la basilique, notre basilique, notre cathédrale. Oui, c'est vrai. Non, ici, ça c'est la ville qui s'appelle Rostov-Veliki. C'est une ville où il y a plusieurs églises comme ça. C'est une ville très traditionnelle, très provinciale, mais très belle pour les touristes. Il y a plusieurs touristes qui vont toujours voir ces basiliques. Oui, ce sont les basiliques orthodoxes qui ressemblent très souvent aux basiliques catholiques, mais avec l'influence orientale et l'influence byzantine, parce que la Russie, après sa religion de l'Empire byzantin, qui était chrétienté orthodoxe. Et en fin de compte, ça c'est la tradition qui vient de Constantinople, c'est la capitale de l'Empire byzantin qui est maintenant Istanbul, n'est-ce pas? Alors, monsieur le directeur, quelle est l'église qui a une forte influence dans votre pays, qui a beaucoup plus d'influence? Oui, bien sûr, la population de la Russie est multinationale et multiconfessionnelle, mais autour de 80%, c'est la population ethnique russe, avec la religion chrétienne qui s'appelle orthodoxie. Bien sûr, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a des judaïstes, mais ça c'est tous ensemble, ça donne 20% de la population. Et ils ont aussi un pape, non, l'orthodoxie? L'orthodoxie a le chef de l'église qui s'appelle patriarche. Normalement. Et leur siège, c'est en Russie? L'église orthodoxe a une spécificité, elle est divisée suivant les États. Quand l'État est né, il y a une administration ecclésiastique qui apparaît avec patriarche à sa tête, c'est-à-dire
tous les pays orthodoxes comme la Roumanie, la Bulgarie, Serbie, Russie, ils ont leur patriarche et leur administration. Il y a un patriarche historique justement qui vient de l'Empire byzantin à Constantinople, qui se trouve toujours à Istanbul, qui est l'ancienne Constantinople, qui est considéré comme le premier parmi les patriarches. Mais toujours, c'est une administration qui est très différente de l'Église catholique, où il y a le pape de Rome qui est considéré comme le chef de tous les catholiques. En Russie, il n'y a pas de patriarche qui soit considéré, en orthodoxie, il n'y a pas de patriarche qui soit considéré comme le chef de oui, l'Église. voilà. Ah, d'accord. Ça, c'est la région qui s'appelle Altaï, en Sibérie. Bon, on le compare souvent avec la Suisse parce que ce sont les montagnes, les lacs, les fleuves qui sont tout à fait vierges. Ça, c'est quelque chose qui va être développé avec des années. La population n'est pas très dense dans la Sibérie maintenant, mais bon, le développement va demander... Ça, c'est joli pour le tourisme. Oui, exactement. Il y a des touristes qui vont là-bas, mais la population locale n'est pas nombreuse quand même. Non. Ici, ça ressemble un peu chez nous qu'on appelle les gorges de Diosso. Ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est vrai, exactement. Exactement. Ici, c'est l'Extrême-Orient, c'est-à-dire la Russie va de l'Occident en Europe jusqu'à l'Extrême-Orient à côté du Japon et de la Chine. Et là, ce sont les montagnes qui sont la continuation des montagnes qui vont de Kamtchatka jusqu'à Sakhalin et puis au Japon. C'était une sorte de un rang des montagnes qui sont historiquement, géographiquement les mêmes. Et si vous voyez ce volcan ressemble à Fujiyama au Japon. Mais il faut dire qu'en Kamtchatka, il y en a des dizaines de volcans comme ça. Et c'est une ville qui est un peu capitale de l'extrême-orient de Kamtchatka, qui s'appelle Petropavlovsk-Kamtchatski. Après ce genre de villes, je crois que les Africains, on ne peut même pas les voir là. Même pas. Ça, c'est rare qu'il y a des Africains qui sont dans ces régions-là, mais par exemple, il y a des étudiants congolais qui font leurs études en Extrême-Orient. Ces dernières années, ils sont distribués dans pas mal d'universités, pas peut-être à Petropavlovsk-Kamtchatski, mais à Vladivostok, c'est aussi une ville en Extrême-Orient, il y a des étudiants congolais. Mais si je comprends bien, apparemment, il y a une forte colonie congolaise là-bas, hein, en Russie oui. quand même. Oui, c'est vrai, nous comptons à peu près 600 jeunes Congolais qui font en même temps leurs études en Russie. Il y a sans doute les Congolais qui sont restés en Russie après les études, mais bon, la plus grande majorité se trouve au Congo. Nous comptons autour de 7000 Congolais qui ont fait leurs études en Russie. 7000 personnes, ça c'est, de mon point de vue, c'est beaucoup. La proportion en comparaison avec d'autres pays africains est beaucoup plus élevée. La proportion des personnes qui ont fait les études. Parfois, il y a sans doute de grands pays où il y a le nombre des diplômés russes qui est plus nombreux, mais par rapport per capita, c'est-à-dire le Congo se trouve parmi les premiers pays qui a le taux de personnes qui sont diplômées en Russie le plus élevé. Ça, c'est impressionnant, M. Détat. Nous avons des relations privilégiées qui ont des racines historiques très importantes et ça, c'est quelque chose qui est aussi important. Ça, c'est des fleuves de la Sibérie. Comme vous voyez, presque on ne voit pas de villages, de villes au bord de ces fleuves parce que la population n'est pas très dense. On parle parfois des régions en Sibérie comme Tumen qui a la même superficie que la République démocratique du Congo, qui est déjà inclus 5 territoires de France. Mais il faut dire que la région de Tumen, c'est seulement une des 84 régions de la Russie. Par contre, la République démocratique du Congo, ça c'est un seul pays. Le passage culturel entre
peuple de la Russie et le peuple congolais. Alors ici, Voilà. nous avons un autre décor ici. Oui. Oui, qui sont-ils? C'est les Congolais ou... Exactement. Nous maintenons de bonnes relations avec les Congolais qui sont allés faire leurs études et j'ai demandé les jeunes Congolais de nous envoyer les photos qu'ils ont faites en Russie. Ah, oui. Et voilà, ça ce sont les photos qui sont faites par les Congolais eux-mêmes. Ce sont leurs études, leurs voyages touristiques, leurs rencontres amicales. Ça c'est les villes de petite et moyenne taille en Russie, qui sont bien pour le tourisme. Ça, ce sont les églises, les musées, Ici, ça renvoie à l'Afrique. Exactement. Donc, voilà. Ça renvoie à l'Afrique. Oui, c'est l'artisanat. L'artisanat est un peu partout à travers le monde, n'est-ce pas? Mais ça, ce sont les voyages dans les villes qui s'appellent Souzdal. Ici, ce sont les jeunes qui font leurs études dans les villes qui s'appellent Ivanovo. Bon, il y a une trentaine de Congolais, peut-être même plus. Et justement, ils ont fait les photos à leur université avec leurs professeurs ou avec leurs copains de classe. Et ça, c'est la fête de Noël, si je ne me trompe pas. La neige, c'est pour les Africains, c'est pas facile de s'habituer à la neige, au froid, mais tout de même, ils le font. Ils le font bien. Voilà. Ils tiennent quand même le coup. Voilà. Ouais. Non, mais ça c'est... Est-ce que ceux qui partent peut-être n'ont pas trop de difficultés en matière de froid? Non, je pense que on s'habitue. Vous voyez qu'ils sont heureux, qu'ils sont contents. Bon, enfin, on ne passe pas tous les jours dehors. On passe tous les jours plutôt dans les universités. C'est pourquoi ça, c'est quelque chose Monsieur le directeur, en matière d'accueil, comment on peut juger le peuple russe? Je pense que le peuple russe est très accueillant et hospitalier. C'est quelque chose qui est dans la tradition russe. Et bien sûr, la tradition des études aussi dans certaines villes sont de longue date. Il y a eu, à partir de l'époque soviétique, des étudiants étrangers. C'est pourquoi ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal dans les conditions russes, quand il y a pas mal d'étrangers qui font leurs études. Mais il y a aussi un phénomène qui a baissé un peu, quand on n'a plus vu la croissance à une époque donnée, le mariage, le métissage. Il y en a toujours, Se marient avec, oui, il y avait ce brassage à l'époque qui était plus fréquent. Maintenant, c'est moins fréquent, mais le pays est ouvert et le pays, a toutes les possibilités. Il y a toujours des mariages mixtes en Russie. Il y a des couples mixtes qui viennent ici. Les années 80, 60, 80, 70, c'était beaucoup 80, plus fréquent. Oui, très fréquent. Hein, oui, c'était très fréquent. Mariage, voilà. Et même il y a toute une génération, et même peut-être la deuxième génération de jeunes Russes, Congolais qui grandissent ici au Congo ou bien en Russie. Il y en a aussi en Russie. Je sais qu'il y a des cas où les personnes continuent leur vie avec leur famille, les Congolais qui sont restés en Russie et qui continuent à vivre après leurs études. Ça existe aussi. Longtemps au Congo, ça fait bientôt 5 ans déjà. Est-ce que vous vous êtes intéressé quand même à l'une des langues ici, soit Lingala, Kiteba? Malheureusement, on est tellement occupé que je serais intéressé de Lingala ou Kituba ou Dari, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de temps de s'occuper de ça. Vous n'accordez pas de l'importance à ça? C'est ce que ça veut dire, M. Directeur? Non, j'aime beaucoup des langues étrangères. Je parle quand même quelques langues, mais pour des langues locales, je n'ai pas réussi à les étudier. Est-ce que vous avez la volonté de le faire? J'essaierai, mais quand même, ça c'est seulement des mots courants comme beauté qu'on peut prononcer, mais pas plus. Pas plus. Je crains que c'est déjà pas l'âge où on apprend facilement. C'est plutôt, il y a des problèmes pour apprendre des langues, n'est-ce pas? Voilà. Et ça, je reviens encore. Oui. Certains monuments, les Congolais, apparemment, ils sont vraiment heureux. L'église, à l'œil nu, on a l'impression qu'ils sont
toujours chez eux ici au Congo? Non, mais les gens s'habituent facilement, ils s'amusent, ils ont les voyages, ils ont leurs repas ensemble, ils ont leurs fêtes. Il y a d'ailleurs des jeunes Congolais qui font des défilés des sapeurs. Ils continuent cette tradition aussi en Russie. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Mais bien sûr, leur tâche principale, c'est faire leurs études. Ils le font avec succès dans cette ville d'Ivanovo que nous connaissons bien. Presque tous les Congolais réussissent à faire leurs études et jusqu'à la fin. Et ils veulent continuer à faire le deuxième et parfois même le troisième cycle. Alors, ça, c'est le monument. C'est le monument des étudiants. Je ne sais pas. Non, ça, c'est dans la ville touristique. Ça, c'est fait peut-être pour que les touristes puissent s'amuser un peu. Ah oui, mais ça, son symbole, c'est un étudiant, apparemment. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Peut-être, oui, c'est vrai. C'est l'étudiant éternel. Ça, alors, parlons un peu des études, monsieur le directeur Sergué. Géorgie lui a appris qu'il y a une université en URSS, je ne sais pas quelle ville, qui s'appelle Lumumba. Est-ce vrai? Oui. Cette université a été créée au début des années 60. C'était fait justement à l'époque de l'ouverture des pays de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine qui recevaient l'indépendance, et il y avait une tâche de préparer l'élite pour ces pays. On a fait cette université, mais l'université existe jusqu'à présent, elle est très populaire, très appréciée, très bien, mais pas mal d'autres universités qui sont ouvertes maintenant pour les étudiants étrangers. Et là, même s'ils sont spécialisés aux études pour les étrangers, mais il y a beaucoup d'autres universités qui sont très bien et qui font cette tâche avec succès. Alors, une université qu'on appelle Emery Patrice Lumumba en plein Moscou, c'est à Moscou? Oui. En plein Moscou. Alors, ça, c'est une fierté pour l'Afrique, parce que Lumumba, c'est un grand homme politique que nous connaissons tous. L'histoire de Lumumba, nous connaissons, nous l'avons apprise à l'école. Ce grand homme, ce monument, ce héros qui a fait couler son sang pour une cause. Et vous voyez bien, pour guise de reconnaissance, c'est le blanc, un peu plus loin, qui reconnaît un peu sa valeur. Mais, monsieur le directeur, c'est parti comment? Puisque c'est l'unique Africain, apparemment, qui a été immortalisé chez vous. Oui, mais je pense que ce nom est très connu, mais il y a d'autres Africains qui sont très respectés en Russie, comme Nelson Mandela, par exemple. C'est quelqu'un qui est aussi très apprécié comme un des leaders de l'indépendance, de la lutte contre ségrégation et apartheid en Afrique du Sud. Non, mais je pense que les peuples africains restent des amis de la Russie, et la Russie reste amis des pays africains. Il y aura de grandes perspectives de coopération dans l'avenir. Dans l'avenir. Et si je vois bien l'université Lumumba, ça veut dire que, est-ce que les Africains, je voulais dire que c'est apparemment une université qui est beaucoup fréquentée par les Africains? Pas seulement. Il y a des gens de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe aussi qui fréquentent cette université. Cette université est ouverte pour tout le monde. Et c'est à partir de cette université, les Russes essaient un peu de découvrir l'Afrique. Aussi, oui. D'ailleurs, il y a les Congolais qui font maintenant leurs études à l'université de l'amitié des peuples, comme elle s'appelle. Et ça, c'est aussi l'ouverture pour les Congolais, mais ça, c'est aussi l'ouverture pour les Russes. Ça, c'est justement le cas de brassage culturel quand des peuples de différentes cultures, de différents backgrounds, de l'Amérique latine, de l'Asie, de l'Europe se croisent et qui se font connaître. D'après ce que j'entends de ceux qui ont fait les études en Russie, ils disent que ce qu'ils ont appris dans les années passées, c'était le partage qu'ils font. Ça, c'est quelque chose la vie en commune, la vie des amis, ça, c'est aussi l'expérience qu'ils apportent de la Russie. Alors, Vladimir Lénine est aussi un grand homme influent, une grande figure politique de la Russie. Je crois que son nom
est gravé un peu partout en Afrique. Oui, c'est vrai. L'autorité de Lénine est très importante pour les pays africains parce que c'est la personne qui a réussi à tourner le train de l'histoire, si on peut le dire. Et ça, c'est quelqu'un qui a montré comment le pays peut faire beaucoup de choses pendant une période très courte d'existence et de travail. D'ailleurs, cette année, nous avons 100 ans de l'anniversaire de la Révolution d'octobre, qui est lié avec le nom de Lénine. Et il y aura des réflexions, des activités qui sont liées avec l'évaluation de cette expérience, qui est une expérience qui est inévitable, qui n'est pas réversible. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour les pays africains qui doivent tirer leurs leçons de cette expérience. Alors la Russie ne s'arrête pas là. Dans cette coopération aussi, vous renforcez toujours l'action et on a vu que courant cette année, vous avez octroyé au gouvernement congolais 100%. Oui, c'est vrai. Depuis quelques années, nous augmentons le nombre des bourses qui est octroyées aux Congolais par le truchement du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est plus que l'année précédente, mais il faut voir que tous les ans, il y a une trentaine, quarantaine de jeunes Congolais qui partent en Russie à leurs propres frais, qui sont prêts de payer leurs études. Et c'est justement démontre le niveau très élevé, le niveau professionnel des universités russes qui sont demandées et qui donne une éducation qui permet aux jeunes de revenir dans leur pays et travailler pour le bien de leur patrie. Alors, pendant la célébration de la fête nationale de Russie, j'y étais, et l'ambassadeur a annoncé qu'en octobre, il y aura un grand festival de la jeunesse en Russie. Oui, c'est vrai. Parlez-nous un peu de ce festival. Oui, c'est le festival de jeunesse et des étudiants qui date des années 50, qui a été organisé à plusieurs fois dans différents pays. Cette fois-ci, c'est le festival qui va avoir lieu au mois d'octobre à Moscou et Sochi. Sochi, c'est une ville à la mer Noire qui a hébergé les Jeux olympiques d'hiver. Il y aura une trentaine de Congolais, de jeunes Congolais qui iront en Russie, qui vont participer dans ce festival. Ça, c'est la rencontre des jeunes qui doivent se connaître mieux. Ce n'est pas seulement la rencontre avec les Russes, mais c'est la rencontre aussi des jeunes entre eux, de différents continents, de différents pays. Il y aura des discussions, des débats, des concerts, des jeux sportifs, c'est-à-dire ça, c'est toute une série d'activités qui va avoir lieu à Sochi, où il y a une très belle infrastructure pour accueillir des activités aussi importantes. Et j'espère que cette activité va ajouter encore à la compréhension et à la vision par les étrangers de la Russie, qui donnent une idée sur la Russie, sur son développement, sur sa politique, sur sa culture. Ça, c'est un événement très important pour ceux qui s'intéressent au développement international, n'est-ce pas? Pour cet échange, qu'est-ce que la Russie attend pour le Congo? Vous savez, non, mais ici, l'idée principale pour que les jeunes se croisent, pour que les jeunes se voient, se connaissent et pour que les jeunes connaissent aussi la Russie. Mais ce qui est important, c'est être ensemble, vivre ensemble, renforcer l'amitié entre les peuples, comme on dit. La philosophie de l'émission Culture sans frontières, échange, partage et aussi dans le cadre de la diversité culturelle entre les peuples, j'allais dire. Voilà, nous étions très heureux de recevoir une fois de plus monsieur le directeur du Centre culturel russe, avec qui nous avons fait un petit tour sur l'exposition. Vous avez vu à côté, nous a parlé un peu de quelques grandes villes de son pays, mais aussi des Congolais, des étudiants congolais qui sont en Europe, qui étudient comment ça collabore avec leurs frères russes et autres. Voilà. Et nous avons également parlé du festival de la jeunesse qui aura lieu en octobre, toujours à Moscou, en Russie, comme vous l'avez entendu de la bouche du directeur. Et donc, c'est merveilleux de vivre ensemble. C'est ça la culture, c'est donner de l'impulsion
favoriser ce brassage pour que les peuples s'unissent et soient encore une fois de plus ensemble. Merci de nous avoir encore suivis. Je salue toujours le grand frère, le directeur général du groupe DRTV, Paul Sony Bega, Yaya Yamaleki, comme on fait l'armée respect, et Madame Yod, conseillère de l'émission, David Gomez à la caméra magique, Elie Gomez à la réalisation, Sulistal, monteur à double nationalité, et à tous ceux qui nous aiment, qui aiment l'amour, qui aiment DRTV.